Allez, on enchaîne avec un autre sujet qu'on voulait partager avec vous. On pourrait l'intituler « Quand nos voisins sont des espions ». En fait, ça se passe en Gironde. Il y avait une mystérieuse antenne qui a été retrouvée dans un jardin et elle perturbait tout le réseau Internet du quartier. Football, cette antenne... Sinon, c'était encore là. Ah oui, heureusement que ça a été signalé. En fait, cette antenne, elle servait à capter des informations sensibles et derrière se cachaient, visiblement, 4 espions chinois. L'histoire nous est racontée par Benoît Cristal. C'est ici que les 4 suspects ont vécu durant plusieurs jours. Une villa luxueuse a loué 700 € les 3 nuits. La parabole était dissimulée au fond du jardin, loin des regards. Et juste derrière, ce voisin n'a rien vu de leur installation très spéciale. cette parabole, elle était mise en contrebas le plus loin possible de cette rue dans le jardin de la maison de location, au plus bas du jardin. 3 suspects ont été interpellés samedi matin très tôt. Le 4e s'est présenté aux voisins le lendemain. Une de ces personnes typées asiatiques qui parlait très bien français d'ailleurs est venu sonner chez nous. Il était à la recherche visiblement de ses compagnons. Le maire de cette commune de 3000 habitants se dit pris de court par les événements. J'étais le premier surpris quand les journalistes m'ont annoncé ça. Ça nous dépasse tous. Après 4 jours de garde à vue dans les bureaux du contre-espionnage français, 2 des suspects ont été mis en examen pour espionnage et placés en détention provisoire. Ils se présentent comme des ingénieurs en communication. Leur avocat nie en bloc, l'affaire remonte jusqu'au gouvernement chinois. La Chine s'oppose aux campagnes de calomnie et de diffamation contre elle. Elle exige le respect des droits de ses ressortissants. Reste que la parabole saisie, semblable à celle-ci, est imposante, 2 mètres de diamètre. Les enquêteurs affirment que chacun des suspects avait son rôle. Fourniture de matériel, branchement, captation et transmission des signaux. Dans la région se trouvent 2 bases aériennes de l'armée française, ainsi qu'un régiment de matériel. Selon le ministère public, la parabole permettait de capter des échanges militaires ainsi que des données d'un réseau satellite grand public. Les ordinateurs saisis sont en cours d'analyse pour savoir quelles informations ont été volées. C'est absolument bluffant. Quand j'ai découvert cette histoire, je me disais c'est une histoire de corne-cul parce qu'il y avait un côté le petit pavillon en Gironde, les voisins qui disent bah il y a Internet qui passe plus. Hein. Donc ça commence par un truc pittoresque, on dirait une mauvaise comédie de 20h30 le soir. Et en fait, ça a l'air d'être une sérieuse et vraie histoire d'espionnage. Hein. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est incroyable, mais c'est pas. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais c'est pas la première fois parce que ça fait quand même là des années que sont mis au jour un vrai système d'espionnage en France de la part des Chinois et même de répression transnationale. C'est-à-dire qu'on a appris récemment qu'il y avait comme des commissariats en fait chinois sur notre territoire où ils sont là, ils font pression sur les ressortissants ouïghours, chinois, enfin d'origine ouïghour, etc. Ils enlèvent des gens chez nous. Enfin, on est dans un truc de dépossession de la souveraineté nationale de la part des Chinois. Et Antoine Isambard est avec nous. Antoine Isambard, il est journaliste, il est co-auteur d'un livre qui s'intitule « Les espions du président ». De quel président parle-t-il d'ailleurs ? D'Emmanuel Macron, oui. Là, on va parler, on va parler, Antoine, des espions d'un autre président, Xi Jinping. Alors c'est fou, donc bon, pardon pour la banalité de ma question, mais il y a en ce moment un peu partout en Europe, j'imagine. Pourquoi aurait-il ciblé spécifiquement les bases près de Bordeaux? Il y a des espions chinois, j'imagine, qui regardent un peu partout en Allemagne, en Italie, ce qui se passe sur le plan militaire. Oui, ça c'est pas nouveau. On voit effectivement que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, on a eu également un type d'espionnage similaire dans la région toulousaine il y a 2 ans. Où, pareil, dans un pavillon, une ressortissante chinoise avait installé une antenne satellite qui faisait 7 mètres, donc encore plus grande que celle découverte en Gironde. 7 mètres et qui était ciblée en fait sur les communications satellites français. Et donc là, en fait, il y a comme en Gironde ou à Toulouse, il y a deux intérêts. C'est à la fois pour la Chine d'espionner et de voir en fait quelles informations sont communiquées dans nos satellites. Et il y a également un intérêt d'espionnage économique et industriel, puisque la Chine aujourd'hui est une puissance qui est de plus en plus active et qui déploie des capacités satellitaires extrêmement importantes. Et donc elle peut également vouloir voir quelles technologies sont déployées par ses compétiteurs. Donc voilà, c'est un phénomène qu'on voit effectivement beaucoup plus.
Ce qui est intéressant, marrant et étonnant, Antoine, c'est que, on prend toujours ces histoires d'espions avec le sourire, parce que ça nous fait marrer, ça fait James Bond, mais je ne suis pas certain qu'au fond des choses, ce soit marrant. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la relative impunité, quoi. Bon, il y a un pavillon, il y a un petit jardin. Dans le petit jardin du pavillon, on met une parabole de 2 mètres, dirigée vers le ciel, et puis on grille les communications par Internet, on les grille dans tout le village, voilà. Et puis on se fait avoir, et puis voilà. Et puis derrière, les autorités chinoises disent écoutez, vraiment, c'est pas bien, arrêtez de nous soupçonner tout le temps, vraiment, c'est pas sympa. Et voilà, comme une lettre à la poste, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps eu une impunité et la difficulté dans ces affaires-là, en fait, est de documenter non pas la collecte de renseignements, mais la transmission à une puissance étrangère, et c'est ce qui permet en fait de condamner pour espionnage. Donc c'est des procédures assez compliquées. On a eu en 2020 2 anciens agents de la DGSE qui ont été condamnés à 8 et 12 ans de prison pour avoir fourni à la Chine des informations confidentielles. On a eu également la Chine qui a espionné le groupe aéronautique Safran dans les années 2010. Il y avait eu un procès aux États-Unis et en France. Et là, disons qu'aujourd'hui, en tout cas, le fait que la justice, c'est des faits qui visiblement sont déroulés ce week-end, ils ont été interpellés extrêmement rapidement. La justice a l'air assez sûre de son coup pour communiquer de la sorte. Et la peine encourue, c'est quand même 15 ans de prison. Donc on va voir s'ils vont au bout de la démarche. Mais en tout cas, l'impunité, là, voilà, si vraiment ils sont confondus et que tous les éléments sont accablants, ils peuvent rester 15 ans en prison. Oui, alors, déjà, c'est un très beau succès de la police. Il faut féliciter. C'est la DGSI. Oui, DGSI et effectivement les services qui ont réussi à interpeller ces individus. Mais deuxièmement, est-ce que c'est pas vu, pas pris dans ces domaines? C'est pas vu, pas pris parce que on a souvent oui, mais là c'est vu. Oui, mais vu et pris. Oui, mais vu et pris. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là, et nous on le sait pas les citoyens, mais après un dialogue courtois avec les autorités en disant bon là vous avez eu des pieds nickelés, ils auraient pas dû mettre la parabole derrière le sapin, on l'a vu, ils se sont fait prendre, mais bon ceux-là on va vous les rendre, ils sont très mauvais, tout comme ceux que vous aviez repérés, je sais pas dans quelle région d'ailleurs, est-ce qu'on a beaucoup d'espions en Chine? Moi j'aimerais le savoir, mais on ne le saura pas, hein, et voilà, est-ce que c'est pas un peu derrière il y a de la prison, est-ce qu'ils vont vraiment faire de la prison? Les intérêts sont tels que... Non, Antoine Isambard. Antoine. Non, mais vous avez raison sur le fait que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale et nous on est une puissance moyenne, et donc on a une attitude qui est aussi en adéquation avec ça. Et par rapport au nombre d'espions, le problème c'est que le plus gros service de renseignement chinois, c'est entre 150 000 et 200 000 agents, et la DGSI est donc chargée de préserver la France de cet espionnage-là, c'est 4 500 agents. Donc vous avez aussi un problème de volume et de moyens, et ça c'est la principale difficulté. Et la Chine s'appuie également beaucoup sur la diaspora. Vous parliez tout à l'heure de répression transnationale, comment ils s'attaquent aux dissidents ouïghours. En fait, le problème, c'est que c'est pas tant des agents de métier chinois qui vont être à la manœuvre, mais ils vont activer des membres de la diaspora, alors ça peut être à Aubervilliers ou ailleurs, et qui vont demander à certaines personnes de quitter le pays ou faire pression sur eux et sur leur famille. Ça, c'est compliqué, et de la même manière que sur le réseau étudiant chinois en France, aujourd'hui, c'est entre 25 000 et 30 000. On a eu des affaires par le passé, il y en a encore aujourd'hui, d'espionnage à la photocopieuse dans les universités par ce réseau étudiant-là. Et donc voilà, pour nos services français, vous devez à la fois surveiller, on va dire, 30 000 étudiants chinois en France. La diaspora chinoise en France, c'est à peu près un peu plus de 100 000 personnes. Et vous avez aussi, on va dire, à l'extérieur, tous les services chinois. Ouais. Ou dans les facs à Lorient et à Brest. C'est marrant, c'est marrant, Antoine. Moi, j'ai un copain, un de mes copains, qui s'appelle Xavier, je ne dirai rien de plus sur Xavier. C'est un ancien journaliste, qui n'est pas quelqu'un de connu, et qui dirige une école en Île-de-France. Une belle école, voilà. Et dans cette école, il y a des étudiants du monde entier, et il est tombé un jour sur un étudiant chinois. Il avait fait sa rentrée scolaire, et au bout d'1 ou 2 mois, ils se sont rendus compte que tous les diplômes, etc., étaient faux. Le CV était faux. Il l'a convoqué, et l'étudiant chinois, qui était jeune, qui avait 22, 23 ans, lui a clairement dit au bout d'un moment, est-ce que vous avez les moyens,
si vous me renvoyez, de vous fâcher avec l'ambassade de Chine à Paris. Et mon copain qui dirigeait cette école n'a pas accepté le chantage et l'a quand même dégagé. Mais c'était donc un espion qui a fait l'aveu du fait qu'il était... C'est en fait une politique qui a été mise en place depuis quelques années, ce qu'on appelle les loups guerriers, dont l'un des premiers représentants était l'ancien ambassadeur de Chine en France, Lu Shai, qui d'ailleurs s'est fait une double spécialité. D'abord, pendant le Covid, d'agir comme un agent de désinformation, alors que, effectivement, on rappelle que quand même c'est parti d'un endroit qui est la Chine. Oui, oui. Et le deuxième, c'était d'utiliser et de frapper au portefeuille et de terroriser les collègues universitaires, notamment, alors j'en citerai au moins deux, il y a Antoine Bondaz et Valérie Niquet, qui sont quand même deux grands spécialistes, qui ont été poursuivis pour diffamation. Et pour un universitaire, c'est la pire des accusations. C'est-à-dire on les accuse de problèmes. Et derrière, s'il n'y avait pas eu des formes de protection fonctionnelle, etc., vous avez quand même des universitaires qui sont privés de travailler parce qu'on les inquiète sur une poursuite au pénal qui peut être extrêmement lourde, dont finalement l'ambassade de Chine se moque du résultat. Ils savent très bien. Mais c'est celui qui faisait des tweets anti-France en permanence. Exactement. On se souvient. Ils se moquent de perdre parce qu'en fait ça va leur coûter quelques centaines ou quelques milliers d'euros. C'est pas le problème. Mais pour un universitaire qui est interdit de travailler, c'est une pression et une charge mentale qui en fait nous brime. Et nous en fait ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rajouter. Et Antoine Isambard, est-ce qu'on peut dire que l'espionnage chinois en France est massif ? Oui, enfin, on voit que pas seulement en France, il l'est aux États-Unis aussi. Il y a quelques années, le patron du FBI américain avait dit que, je crois que c'était toutes les 10 ou 12 heures, en fait, un espion chinois était inculpé aux États-Unis. Donc, ça montrait qu'il y avait quand même une activité importante. Et donc, voilà, on a vu ces derniers mois que, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y avait les espions chinois étaient actifs et avaient recruté des sources, notamment dans des niveaux politiques, et notamment du côté des extrêmes, des eurodéputés ou des députés locaux. Et donc voilà, il y a toute une gamme. Longtemps, en fait, l'espionnage chinois a inquiété au niveau économique, où on pensait que c'était uniquement la priorité chinoise de monter en puissance au niveau économique et industriel, et donc elle ciblait uniquement ces secteurs-là. Aujourd'hui, on se rend compte que le militaire, que le politique sont également ciblés. Et voilà, encore une fois, en France, on a eu pas mal d'affaires ces dernières années. Et on a eu même en décembre un mathématicien bordelais qui a été mis en examen pour intelligence avec la Chine, et il est soupçonné d'avoir transmis des données confidentielles de recherche à des combien on leur donne chinois. Ils touchent combien à chaque fois? On ne sait pas. C'est des sommes que les Chinois ou que les étrangers donnent de 20 000 euros ou de 200 000 euros? Enfin, c'est de quelle nature? Ce qu'on sait, ça a été documenté en procès, mais les deux espions de la DGSE avaient touché chacun environ 200 000 euros chacun sur une dizaine d'années de trahison. Et donc voilà, c'est évidemment en milliers d'euros. Le procédé classique qu'utilisent les Chinois est souvent d'inviter en Chine des chercheurs, des anciens diplomates. Ils vont leur payer un hôtel de luxe, ils vont bien les soigner, et après se met en place effectivement. Incroyable. Je dirais que la trahison est le prix est de Merci Antoine Isambard, on vous remercie beaucoup. Vous avez été très précis. Une adresse à retenir. Une adresse à retenir. On rappelle le titre de votre livre, Les espions du président. Dans quelle maison d'édition? Albin Michel. Albin Michel, très bonne maison d'édition. Merci Antoine Isambard. Vraiment une adresse à retenir. Bon, le prix de la trahison, on l'a compris, c'est 200 000 euros à peu près. Oui, ou un séjour à Pékin. Un séjour à Pékin. Vous êtes bien traité. Et dites, sérieusement, nous, nos populations, nous, de journalistes, et vous en particulier, journalistes sur le plan international, vous voyagez, etc. C'est une population qui doit être souvent approchée par... c'est vrai. Grégory Philippe, on va en parler. Vous travaillez pour qui? Dis-le. Allez, on va le torturer. À vous, salaud. À vous. La petite carte de visite dans l'avion. Rappelez-moi. Non, mais alors, rappelez-moi. Pour parler sérieusement 2 minutes, et je ne répondrai pas à vos accusations. Non, vous avez maintenant des formations qui sont dispensées, notamment aux reporters qui vont dans les terrains sensibles, pour vous apprendre à protéger votre téléphone, protéger vos données informatiques. Quand vous avez des papiers ou des documents importants dans votre ordinateur,
à les mettre sur un cloud très protégé pour être sûr qu'aucune puissance ne puisse s'en emparer, alors soit à la faveur d'un passage dans un aéroport, soit parce que vous êtes contrôlé, j'en sais rien, dans un commissariat. Donc depuis quelques années, c'est quelque chose que les reporters internationaux sont obligés de prendre en compte, évidemment. C'est ce qu'on appelle le DIME, en fait. C'est-à-dire que les modalités de recrutement d'un espion ou finalement de quelqu'un qui va être mis sous pression, ça fonctionne toujours sur ce qu'on appelle les principes à la fois d'intérêt, le M de monnaie, le E pour la réputation. C'est-à-dire, en fait, on joue sur des ressorts psychologiques et les Russes et les Chinois sont extrêmement forts. Et chaque année, vous avez ce genre d'explication. Et puis des affaires d'espionnage, il y en a. Là, on est en train d'accuser les Chinois, mais en fait, toutes les grandes puissances jouent avec ce jeu-là. C'est finalement. Est-ce qu'on est une grande puissance, nous, les Français, en matière d'espionnage ? Oui, on est parmi les meilleurs au monde.